Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse de recevoir le maître de l'hypnose, celui capable d'hypnotiser 1066 personnes en l'espace de 5 minutes, un record absolu. Je parle évidemment de Mesmer. Bonjour. Bonjour, salut. Avant de parler de ton échec à toi, je voudrais prendre un instant pour parler de 13 Hertz, ton spectacle actuellement en tournée en France, Belgique et Suisse jusqu'en juin. Pour tout te dire, ma copine Léa, qui devait m'accompagner ce soir-là, a eu un pépin et j'y suis allée seule. Ah oui. Il pleuvait, j'étais pas de bonne humeur, je dois dire la vérité. Mais tu sais, qu'est-ce que je fous ici? Mais qu'est-ce que je fous ici? Je suis toute seule. J'ai éclaté de rire, mais genre le rire où t'as mal au bide. Oui, absolument. Du début à la fin, je me suis fait copine avec mes voisins d'à côté, un couple absolument adorable. Il y a une nana juste derrière moi qui s'est fait hypnotiser à la fin. Il y a un dernier moment dont dans on le spectacle, parlera la finale du show. Voilà. C'est ça. Donc c'était fascinant parce que je l'ai vu de très très près et puis je l'ai vu reprendre un peu ses esprits ensuite. Ouais. C'est là qu'on voit que la crédibilité du spectacle se fait lorsque nous sommes dans la salle. Je m'adresse aux sceptiques là. Hein. Il faut venir voir le show et là, quand vous voyez ce qui se passe autour de vous là, c'est vraiment incroyable et on se laisse porter par le spectacle, par la mise en scène, par les gens qui reconnaissent. Il y a des gens autour de nous. Exemple, si vous venez dans le spectacle et vous n'avez pas d'amis sur scène pour confirmer que c'est vrai, mais vous allez voir tous les gens qui sont là, qui font, mais t'as vu Pauline sur scène, t'as vu Jean-Marc qui est sur scène, écoute, c'est un truc de fou. Et là, éventuellement, on comprend que ce n'est pas pipoté, tout ça. Et tu vois, je vais même aller plus loin, pardon. Vas-y. J'ai un journaliste sur Instagram qui m'a contacté, je vais pas dire de quel média, mais un média sérieux, qui m'a dit, entre nous, j'y croyais pas du tout, j'y suis allée en me disant, je vais débunker, le mec s'est retrouvé sur scène. Il s'est retrouvé sur scène aussi, ça j'adore. Et c'est ça la beauté du spectacle, c'est ça, le bouche-à-oreille est très fort dans le spectacle. Et c'est ce qui fait que le sceptique qui vient voir le show en sort convaincu ou un peu moins sceptique parce qu'il se dit écoute, il s'est passé un truc, j'ai senti quelque chose. Et ce qui est la beauté du show, c'est que c'est un show qui est fait par le public et pour le public, et c'est le public qui deviennent des stars. Et tu vois, tu l'as vu le spectacle, j'essaie de créer justement des événements où 2 ou 3 ou 4 personnes vont se retrouver stars de la soirée parmi tous les gens qui ont vécu l'hypnose, et c'est ce qui fait qu'on se sent impliqué, on se reconnaît dans la personne qui vit l'expérience et on rit parce que on a du plaisir, les aventures sont là, ils ont du plaisir. Et je me fais dire ça souvent, que le show est plus drôle qu'un spectacle d'humour. Moi, je suis pas un humoriste dans la vie, mais les situations, je les amène, le public réagit, et mon but, c'est de faire sortir justement des phrases ou des événements qui vont faire rire le public sans rire des gens qui vivent l'expérience sur scène. On voit leur réaction, puis on se reconnaît. On est peut-être des fois mal à l'aise, on se dit non, moi, j'aurais jamais fait ça dans un état d'hypnose, mais si la personne le fait, c'est qu'inconsciemment, le subconscient a accepté, puis fait OK, on y va. Mais je reste dans le politiquement correct aussi, dans les spectacles. Oui, c'est ça. Et il y a un truc qui est important, et je pense que la nuance, elle est fine, c'est qu'on se moque pas réellement. Il y a un sort de truc, c'est très drôle, mais c'est jamais méchant, quoi. Non, mais c'est drôle parce que c'est la surprise qui nous fait rire. Moi, je lance des perches. Je dis, bon, mais maintenant, vous êtes sur la Lune, vous marchez sur Mars. Oh, puis un Martien qui arrive. Vous le voyez comment? La personne va décrire le Martien, et ça, c'est drôle. Et elle va converser avec lui. Et la façon dont elle converse, ça, c'est magnifique parce qu'on se dit, mais comment elle va faire dans son subconscient pour parler à un Martien qui est pas là? Et puis, sérieusement, Et puis, sérieusement. Et t'as une personne qui traduit ce que l'autre dit. L'autre qui traduit, elle ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit, mais dans sa tête, elle pense comprendre parce que oui, elle nous a dit ça, ça. Et quand elle nous donne les réponses, mais moi, c'est sûr, la façon dont je pose la question, j'attire une réponse éventuellement. Mais la réponse est toujours drôle, est toujours loufoque. Et moi-même, je suis surpris souvent à chaque soir parce que elle est allée chercher ça où, ça. Oui, écoute, non, c'est un show drôle. Et c'est bien de le dire parce que les gens pensent que l'hypnose, c'est souvent un show où ça va prendre du temps. Allez, vous dormez. Non, c'est très rapide. Je me suis endormie, du coup, non, mais je vous dis, c'est très rapide comme spectacle. C'est dynamique. Et même dans la séquence hypnose en tant que telle, quand je les hypnotise au début pour trouver mes volontaires, c'est un show en soi de voir ça. Je l'ai conseillé à ma mère. Je suis sortie, j'ai fait maman, emmène tes potes, tu vas exploser de rire. Donc voilà, je voulais vraiment en parler parce que ça a été l'un de mes coups de cœur de l'année. On rigole trop.
Et voilà, c'est la 10e fois en une phrase que je dis on rigole trop. Je pense que les gens et même si vous venez seul, hein, une preuve avec toi, même si vous venez seul, vous allez avoir du plaisir quand même. C'est clair. Non mais vraiment. Ouais. Ensemble, on va parler justement d'une fois où ça s'est pas aussi bien passé que la représentation que moi j'ai eu la chance de voir. Mais si vous parlez à tous les artistes que vous connaissez autour de vous, il y a au moins une fois ou plusieurs fois où ça s'est pété la gueule, littéralement, devant un public non réceptif, par exemple, même en humour, hein, s'ils sont pas réceptifs, les gens ne rient pas, les gens ils te regardent, allez, fais-nous rire, et là ça marche pas. Moi j'ai fait beaucoup d'événements privés dans ma vie avant d'être sur les grandes scènes de spectacle. Alors quand t'es pas connu et que tu commences à faire des spectacles, surtout d'hypnose, déjà la crédibilité que tu dois créer, d'aller chercher des gens réceptifs, de faire un show, c'est pas donné. Alors moi, mon tout premier spectacle en 1995, sous le nom de Mesmer. Hein, en plus, le tout premier, mon pauvre. Ouais, mon tout premier spectacle. Je vais dans un club, hein, dans une discothèque où ils présentaient des bands et il y avait un stage qui était là, une scène et tout ça. Et moi, je me suis dit, ben écoute, je venais faire un show ici. Je venais faire une performance là. C'était ma toute première fois. Et cette discothèque, il y avait environ, je pourrais dire, 500-600 personnes qui rentraient là-dedans. Ah, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis moi, je me disais, 500-600 personnes, je vais sûrement trouver des réceptifs là-dedans. Bref, on fait la grosse promo. Le mec annonce la grosse promo. Mais dans la promo, il n'a jamais dit l'heure du spectacle. Alors, moi, je m'attendais à ce qu'on fasse le show. Exemple, on avait dit le show était à 9h. Et après le spectacle, les portes pouvaient ouvrir pour ceux qui venaient danser à 11h, autour de ça. Ouais. Alors lui, le mec, le DJ, à chaque semaine, ne manquez pas Mesmer, il est là, à telle date, telle journée, mais il donne pas l'heure. Et là, à 9h, il y a personne qui se présente, à part ma famille. Il y a ma famille qui est là. Ma famille rentre, quelques personnes qui, eux, savaient que c'était à 21h, le show. Alors, je me suis retrouvé à faire le show devant peut-être 15 inconnus et 60 personnes de ma famille. Alors, j'ai dit, bon, OK, faut que je réussisse quand même à le faire. Et là, mais et là, mais j'ai dit, OK, on va attendre. On va laisser rentrer les gens. Okay. Au lieu de le faire à 9h, on va repousser le spectacle. Ma famille était, OK avec ça. J'ai dit, écoute, on va donner toutes les chances possibles. Mais non, il y avait un prix d'entrée qui était $7. À l'époque, c'était pas très cher, et $7, mais tu pouvais venir danser gratuitement. À 11h, c'était gratuit. Alors moi, je dis, on va attendre les gens. Et là, finalement, 11h arrive, on se retrouve avec 75 personnes. Je dis, OK, il n'y a pas assez de personnes, on va essayer d'en faire rentrer d'autres. Mais là, tous les gens qui rentraient n'avaient pas payé. Et ceux qui avaient payé venaient nous voir, on veut être remboursé. Et là, écoute, je dis, écoutez, finalement, on a remboursé tous ces gens-là. Je me suis entendu avec le propriétaire. Je dis, écoute, là, le DJ a dit, il a jamais annoncé que c'était à 9h. Bref, finalement, c'est de la merde dès le départ. Et puis, là, je me lance à 11h30. Il y avait peut-être 150 personnes et je me retrouve à pouvoir hypnotiser 3 personnes, dont une qui réagit très bien. Les 2 autres ont lâché prise. Je les ai libérés. Là, il y avait une personne sur qui je pouvais m'appuyer pour faire 1 heure de spectacle. Alors, cette personne, je vous dis qu'elle y a goûté. Ah ouais. Ouais, mais on a réussi à faire un show quand même qui a marché. Vrai? Mais là, j'étais découragé. Là, j'ai dit, OK, j'arrête tout. Ah non, j'arrête tout. Mais on était en plein temps de l'Halloween, c'était au mois d'octobre. Et là, il y avait les fêtes d'Halloween qui étaient là. J'avais plein d'engagements. C'était ma première année où j'avais plein d'engagements. J'avais 5 ou 6 engagements dans des clubs différents. Okay. Je sais que j'allais à Sherbrooke le lendemain, non 2 jours plus tard. Et là, je me dis non, comment je vais faire? Non, j'arrête ça. Moi, j'en fais plus. Je veux plus faire des spectacles. J'ai voulu arrêter tout ça. Pourquoi tu te dis ça? Parce que j'avais pas eu la réceptivité dont j'avais besoin. Ça t'a fait douter sur ce que, sur ça m'a fait douter. Talent? Je disais, est-ce que je suis prêt à faire des spectacles et tout ça? Bref, après, je me suis parlé et là, j'avais un engagement et pas de bol, j'avais pas d'argent à l'époque. Alors, je me dis, il faut que je le fasse, il faut que j'aille chercher ma paye. Ouais, c'est clair. Il faut que je mange cette semaine. Hein. Alors, bref, je me suis lancé sur la scène. J'en étais à Sherbrooke. Le club, ça s'appelait le Ronnie, mais là, c'était resto-bar. Alors, les gens mangeaient. Il y avait le petit coin où il y avait la scène et tout ça. Ça, c'est vachement dur parce que les gens, les 3/4 des gens, en fait, n'écoutent que d'une oreille. Oui, mais là, j'attendais que les gens aient fini de manger quand même avant de faire le show. C'était bien prévu, c'était bien planifié. Là, j'avais eu ma leçon. Je disais, on va attendre que les gens aient fini de manger. On va attendre que tout le monde soit desservi, qu'il soit passé au dessert, que ça soit fait. Après, on présente le spectacle. Mais là, c'était plein. Là. Il y avait 150 personnes. Je pense qu'ils venaient pour le spaghetti. Ils venaient pas pour Mesmer, mais bref. C'était en 2 en 1, écoute. C'est ça. Mais bref, ce soir-là, je me suis lancé avec
mentalement la confiance que j'étais recherchée en dedans de moi, comme si j'étais seulement au top déjà. Alors, il faut que tu arrives déjà convaincu de toi-même, hein, si tu veux convaincre les autres. Les humoristes vont vous en parler, les comédiens aussi. Il faut que tu sois sûr de ce que tu avances, parce que les gens le savent si tu doutes. Alors, tu arrives, tu es confiant et tout ça. Et là, ça a été une soirée extraordinaire. Écoute, là, ça m'a donné l'envie par la suite de continuer. Le deuxième spectacle, encore une fois extraordinaire. Après l'autre spectacle, encore une fois extraordinaire. J'ai eu d'autres échecs dans la vie, mais tu t'appuies sur les succès. Sûr. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai pas lâché. Et c'est ce qui fait que, après toutes ces années, je suis partout à travers le monde à présenter mes spectacles. Et s'il m'arrive des soirs où c'est un peu plus difficile, je me souviens de la première fois où c'était vraiment difficile, où j'ai pas pu faire le spectacle comme je voulais. Et je me dis, finalement, c'est bien ce soir, comparativement à cette époque-là. Ouais. C'est la question que j'allais te poser. Comment ça se passe les soirs où c'est moins bien? Est-ce que tu arrives à chercher en toi ça? Qu'est-ce qui t'aide à te remotiver après une date moins bonne? Maintenant, ça arrive moins parce que le public est là dans les salles, ont payé le billet, ils sont là, ils viennent voir Mesmer, ils savent ce qu'ils viennent voir, ils viennent consommer un spectacle, ils m'ont vu à la télé, alors c'est beaucoup plus facile. Mais j'ai encore des événements où c'est dans les sociétés, par exemple, dans des événements privés. C'est toujours les plus compliqués. Hein. Moi, je m'en tire très bien. Je suis un des seuls qui s'en tire super bien, mais quelquefois, certaines personnes me connaissent pas parce que, exemple, en Suisse, là, j'en ai fait une dernièrement, mais le mec me connaît lui, mais il invite 1200 personnes qui sont là, mais ces 1200 personnes-là, il y a des gens qui ne parlent pas français, c'est des gens qui sont autour du monde, que je suis pas encore connu partout à travers le monde. Alors, mais c'est qui Mesmer? C'est qui ça? Et je suis un événement surprise. Alors non, j'ai dit, moi, j'aime pas être un événement surprise parce que les gens disent, un événement surprise, Mesmer, c'est quoi ça? C'est qui ça? Je pensais que ce serait Céline Dion. Je suis déçue. Moi, j'aime mieux que les gens le comprennent qui arrive ce soir parce que pendant qu'ils dînent ensemble, exemple, ils sont là, tu vas l'essayer ce soir, l'hypnose? Ah non, moi j'ai trop peur. Ah non, mais moi ça me tente d'essayer. Alors ça crée la discussion et c'est moins surprenant que je vais vous hypnotiser maintenant. Alors mais c'est ça. Alors j'aime mieux quand les gens comprennent que c'est Mesmer, ils ont le temps de se faire l'idée, qu'ils veulent l'essayer ou pas, ça c'est mon travail de faire en sorte qu'ils aient envie de le faire par la suite, mais quand ils le savent, ça c'est plus facile pour moi. Mais c'est encore dans des soirées dans des soirées privées où les gens ont peur du regard de l'autre. C'est ce que j'allais dire. Moi je vais pas y aller parce que mon patron va me voir, je vais pas y aller parce que mon confrère va dire quoi de moi. Alors ça aussi c'est mon travail de réussir à calmer tout ce petit cerveau qui travaille vite là, j'ai des techniques quand même pour aller chercher ces personnes-là dans des sociétés où c'est plus intime comme ça, mais je réussis à m'en tirer très très bien dû à tout le travail que j'ai fait dans les bars, cabarets avec des gens bourrés, des gens écoute, j'ai fait des shows dans les fêtes d'Halloween. Tout le monde est costumé. Il y a des costumes qui remplissent la pièce et je dois hypnotiser des gens là-dedans. C'est dans des boîtes où, à minuit, on ferme le son, on m'annonce comme étant Mesmer, l'hypnotiseur. Et là, mais c'est quoi ça? Je pensais qu'on avait un... Moi, je voulais choper Géraldine sur un slow. Et on veut danser. Et ça, c'était magique parce que j'arrive sur scène et je fais mon discours, mais tout le monde parle, blablabla. Mais là, je parle. Là, je fais mon test de réceptivité. Plusieurs personnes montent finalement, malgré le brouhaha. Et là, je te jure, ça c'était jouissif pour moi parce que tout le monde parle. Et là, la première personne vient ici. Et là, quand je la touche, là, et qu'elle tombe, elle s'effondre au sol. Là, j'entends... Et là, il y a un silence dans la salle. La deuxième personne, paf, elle tombe. La troisième, elle tombe endormie. Et là, il y a un silence qui se crée dans la pièce. Et je vous dis, parce que des gens se connaissent, ils disent, mais écoute, il se passe un truc. Et là, je réussis à aller les chercher comme ça. Ça, c'est magique pour moi. Dans ces moments-là, à l'époque, quand je trouvais que c'était difficile, quand j'arrivais à hypnotiser des gens, même dans des conditions extrêmes, ça, c'est magique. C'était presque ton adrénaline à l'époque, non? Oui, ce encore côté, aujourd'hui. je vais aller vous chercher. Oui, puis les gens qui me mettaient au défi à l'époque, mais je me donnais le mandat des hypnotiser. Alors après le spectacle, par exemple, dans une boîte, dans une discothèque, après le spectacle, je donnais un autre spectacle parce que plein de gens qui n'osaient pas monter, après ils me disaient, moi, j'osais pas trop y aller parce que j'étais timide, j'aimerais tester et paf, je les hypnotisais. Tout ça dans le but de montrer que c'est vrai, que c'était réel. Alors, je fermais le club à 3-4 heures du matin en hypnotisant des gens comme ça. Alors, les gens qui sortaient de là étaient convaincus que c'était réel ce que je faisais. Oui. J'ai une petite anecdote comme ça. Mon père était plus cartésien que le plus cartésien et surtout un peu, macho, quoi. Il était corse. Et il avait dit à ma mère, mais je fais n'importe quoi et tout.
paf, c'était lui la planche. La catalepsie. Sur ouais, scène. ben oui. J'adore ce genre d'anecdote. Ben moi, ça m'arrive souvent, des gens qui me disent « Ah, tu m'auras pas, toi. » Non, moi, je l'ai essayé qu'un autre, ça n'a pas marché. Ceux-là, faut se les faire. C'est ceux-là qui tombent le plus vite, souvent. Ça m'éclate. Est-ce que t'as des anecdotes un peu what the fuck de gens hypnotisés sur scène? Oh, j'en ai plein, mais il y en a qui se racontent pas ici. Ben, écoute, tu sais, quand je dis aux gens, vous allez vivre l'expérience sur scène comme si vous y étiez là réellement. Tu sais, si vous êtes dans un jet, vous allez sentir la force G qui vous pousse dans le siège comme si vous y étiez là réellement. Et ça m'est arrivé dans mon ancien spectacle où je faisais faire le grand 8 à des gens, tu sais, montagne russe, on descend, on va à gauche, à droite, ça remonte, ça redescend et tout ça. Il y a des gens qui sont tellement dedans que ça m'est arrivé à quelques reprises où les gens ont vomi sur scène. Non. Parce que ils se sentaient dans la montagne russe réellement et la personne a dit moi j'ai une sickness, j'ai mal de cœur quand ça bouge trop et sur scène la personne se sentant vraiment dedans, elle a vomi sur scène. Oh putain. Et là j'avais mon ça m'est arrivé à quelques reprises 3 ou 4 fois dans mes 3000 spectacles. Alors, ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, là, les gens qui sont là font comme, OK, maintenant j'y crois, parce que ça a été des événements marquants. J'ai eu des trucs, des règlements de compte aussi dans mes spectacles. C'est pas vrai? Ah oui, parce que j'emmenais les gens sur la plage. OK, bon, vous êtes à Bora Bora, vous êtes sur la plage, ils s'imaginent là, je dis, oh, regardez, il y a une belle personne qui sort de l'eau, là. Oh oui, OK, essayez d'attirer le regard de la personne, elle attirait le regard. Ça, c'est dans mon ancien spectacle. Et là, la personne est devant vous, elle vous demande de lui mettre de la crème sur le dos. Allez, on met de la crème. Et là, finalement, je fais arriver leur conjoint dans le rêve. Je fais arriver leur conjoint. Ils se font prendre sur le fait par leur conjoint. Puis ils font, oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Je pensais, j'étais en vacances, moi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, là, mais c'est là que je te vois en train de mettre tes mains sur une nana comme ça, mais, et là, il y a un monsieur d'à peu près 65 ans, il dit, chérie, la dernière fois, c'était toi, hein? Non! Ah oui, là, écoute, ça a été marquant, ça. Tu vois sa femme qui est dans la salle qui fait « Oh merde! » Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oui, c'est ça. Voilà, la dernière fois, c'était toi, chérie. Tu sais que ta façon d'hypnotiser, je suis en train de me dire, c'est vraiment les rêves qu'on fait la nuit où on se réveille et on fait « Non! » On fait des rêves bizarres. On en fait tous des rêves bizarres. Et moi, mon but, c'est de vous emmener dans des situations loufoques, comiques, des aventures qu'on a normalement dans la vie, on n'a pas la chance de vivre, et dans des situations, des fois, où on va quand même créer certains malaises. Le malaise fait rire, mais en même temps, la personne qui le vit, elle en sort de là avec un sourire aux lèvres aussi. Là, ouais. Le mec qui dit écoute, la dernière fois, chérie, c'était à toi. Oh, quand je lui ai parlé par la suite, ben il dit en tout cas, il le rit lui aussi, sa femme aussi, on s'est parlé après le spectacle. Mais s'il le dit, c'est parce qu'il savait inconsciemment que sa femme était prête à le prendre. Notre subconscient nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Ouais. Alors, une chance que c'est comme ça quand même. Hein. Ah, c'est drôle. Ouais, le mec s'est protégé intérieurement. Ouais, mais s'il le dit, c'est parce qu'il savait que sa femme était capable de l'assumer. Bref. Il s'est passé plein de trucs dans mes spectacles comme ça. Ouais. T'as quoi d'autre? Il y a une autre dans mon spectacle où je fais accoucher des mecs. Il y a un mec qui s'imagine être enceinte. Alors imagine, et le mec est enceinte. Et je prends un autre mec qui, lui, pense être le papa du bébé. Et un soir, c'est arrivé où ça a dérapé complètement. Le mec qui pense être le papa du bébé du mec prend son téléphone et il appelle sa mère, sans même que je le voie. Il appelle sa mère. Mais qu'est-ce que tu fais? J'appelle ma mère. On est à l'hôpital, là, on va accoucher, il faut que j'appelle ma mère. OK, je laisse aller comme ça. Et là, ça crée un moment marrant. Il dit, maman, Monique, elle est à l'hôpital, mais on va accoucher aujourd'hui. OK, je te rappelle. Et là, il raccroche. Et là, tout le monde rit, mais il dit, attends, sa mère. Monique, elle a changé, hein. Et là, il y a le téléphone qui ressonne. Et là, je vois que c'est sa mère. Et là, mais le mec a eu le temps d'accoucher entre-temps. Okay. Alors, là, on a eu un enfant, on a eu un garçon, maman, on a eu un garçon. Et là, on le met sur le main libre. Mais il dit, mais de quoi tu me parles? Monique n'est même pas enceinte. Oui, elle vient d'accoucher. Écoute, c'était tellement drôle. C'était un moment marquant, ça. Finalement, on a dédramatisé avec la maman. Et finalement, on a pu lui dire que tout ça, son fils était sous hypnose. Ouais, faut peut-être prévenir vos proches avant d'aller à ton spectacle. Un petit warning, si tu reçois un appel chelou entre
20h et 23h. Dernièrement, c'est arrivé un truc là où je fais un numéro, mais je pense que c'est au Rex. Il y a un numéro où j'amène les gens, ils se transforment en pompiers. Ils sont des pompiers, et il y a une urgence dans la salle. Bref, ils doivent faire sortir le public. Tout en restant sur scène. OK, là, je dis, il y a un feu ici, il y a un feu. Si t'as vu le spectacle, mais j'en dirai pas plus parce que ça se termine très bien, ce numéro-là. C'est très, très drôle. Et là, le mec est en pompier, je dis qu'il y a le feu dans la salle, et il doit faire sortir le public et tout. Et là, le mec, je le vois pas, mais il prend son téléphone, il fait le 18. Oh non, tu rigoles. Je te jure, il fait le 18. Et là, quand je me retourne, il parle. Oui, il y a un feu ici. Non, merde, il a appelé pour vrai, lui. Alors, la salle a dû appeler, mes techniciens ont appelé 18 pour dire non, c'est fausse alerte, c'est un mec qui est sous hypnose, c'est une fausse alerte, non, envoyez personne. Écoute, on a bien ri aussi. Non, mais eux aussi, les pompiers, ils ont dû se taper une barre en disant celle-là, on ne l'avait jamais faite, quoi. C'est ça, c'est un mec sous hypnose qui appelle des pompiers parce qu'on dit qu'il y a un feu dans la salle ici. Alors, bref. Surtout le Grand Rex, ce serait un peu dommage. C'est une institution parisienne. Non, il faut pas. Mais bref, finalement, là, on sait que ça peut arriver. Alors, mon assistant, moi et mon équipe technique regardent pendant ce numéro-là. Bon, est-ce que quelqu'un a son téléphone dans les mains? Okay. C'est bon, parfait. OK. Ouais. Un petit sac à vomi sur le côté. C'est ça. Serpillière, pas loin aussi. On a tout. Oh, putain. Comment est-ce que tu fais monter tes filles sur scène à la fin? Oui. Comment est-ce que tu leur parles de cette notion-là de bosser dur, de traverser des échecs, etc. Tu vois? Parce qu'en tant qu'artiste... Jusqu'à maintenant, j'en parle pas. Même avec mes fils, j'en ai jamais parlé, mais ils le voient, ils le vivent. Ils sont là avec moi, ils voient comment ça se passe dans les coulisses. On a combien de personnes ce soir? OK, c'est parfait. Ils voient des moments où c'est plus difficile. On en parle avec mes assistants. Alors, ils assistent à ça. Alors, on apprend par l'exemple. Même si je leur dis, vous allez faire ça, si vous faites ça, comme ça va vous aider. Elles sont trop jeunes déjà pour comprendre si je leur dis de faire ci ou faire ça. Mais bref, elles le voient. Mes fils l'ont vécu aussi avec la même façon. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir être sur scène? Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Non, je faisais de l'hypnose quand j'étais tout jeune, puis je savais pas qu'on pouvait faire un spectacle d'hypnose dans la vie. Moi, j'avais appris l'hypnose dans les livres, mais je ne savais même pas qu'un show d'hypnose pouvait marcher, que ça existait. Et à 15 ans, j'ai mes frères qui me disent « Hey, on s'en va voir Domino, l'hypnotiseur Domino. » Lui, il faisait tomber les gens comme des dominos. Alors, je dis « Hein? Quoi? Un hypnotiseur qui fait des spectacles? » Je comprends pas, mais hein? OK, je vais y aller, je vais aller voir ça. Moi, je faisais de l'hypnose comme ça, mais c'est bien. On était dans un genre de kermesse ou un truc comme ça. Alors, c'était ouvert à tous. Et là, j'arrive là et je vois lui, le monsieur, hypnotiser des gens rapidement et tout. J'ai fait, mais comment il fait? Et finalement, ça a été mon mentor. Je l'ai suivi pendant plusieurs années. Et là, j'ai fait, écoute, lui, il fait. Moi, je fais de l'hypnose. Je pourrais faire un spectacle aussi. Alors, je me suis amusé avec mes amis à faire des hypnotisés comme ça, des petits spectacles en famille. Et c'est là que j'ai eu le déclic de faire des spectacles d'hypnose par la suite. Ça a commencé tout jeune comme ça. La boucle est bouclée, ça nous ramène à ton premier show. Tu dois te foutre une pression immense d'entendre ton nom à la radio tous les jours et qui donne pas l'heure. Non, mais qui donne pas l'heure. Il donne pas l'heure. Non, ça a été quand même... Tu dors la nuit d'avant, t'arrives à te détendre? Non. Non. Non, j'arrive pas à me détendre et honnêtement, c'est une pression incroyable. Puis imagine le deuxième show. Le deuxième show, quand tu sais que tu t'es planté le premier, tu fais, écoute, le deuxième, là, mais j'ai travaillé fort. J'avais des techniques pour me visualiser, pour me voir performer, de réussir à mettre ça de côté. Mais quand même, quand tu arrives et que tu as le micro dans les mains, que tu as le public qui est là, tu dois performer. Et il faut que tu fasses dans ta tête comme si tout va bien. Même si ça va mal, faut que dans ta tête, il faut que le public sente que tout va bien. Et que toi, tu es persuadé que tout va bien. Alors, je me suis persuadé que tout va bien. J'ai fait mon test de réceptivité. Une quinzaine de personnes sont venues. Je fais déjà, c'est plus que la veille. OK. Et quand j'ai touché les personnes, pas avec qui tombaient, là, je fais, OK, c'est bon, j'ai ce que j'ai de besoin. Et quand je les ai vus bouger, après, je fais, OK, ça y est, ils bougent dans un état d'hypnose, c'est magique. Et là, le show a continué. Ça a été une soirée extraordinaire. Ce que je retiendrai de cet épisode, c'est que tu as une manière de travailler ton mental comme un sportif. Par la visualisation, c'est ça. C'est dans les mêmes sphères.
les sportifs, les comédiens, les chanteurs, je pense qu'on a tous cette capacité de se projeter, de visualiser le produit fini, même dans toutes les sphères. Si tu réussis à faire ça, si tu réussis à te projeter, te voir gagner en tant que tel, à réussir, et que tu peux le ressentir intérieurement, parce que c'est pas juste de le voir, il faut que tu ressentes tout ça dans tes tripes, dans toute ton émotion, et quand tu le ressens tout ça, tu es capable de le projeter et l'univers va faire en sorte que ça va se produire. Quand je dis l'univers, c'est ton subconscient, va envoyer les énergies, tout ça. Les bonnes personnes vont se greffer à toi sans même que tu le saches. Il y a des gens que tu vas rencontrer. Ah, mais OK. Une belle rencontre, cette personne-là va m'aider à amener mon projet plus loin. L'autre va arriver, puis OK, mais oui, toi, tu peux faire ça, mais OK. Alors, ce que tu as besoin va venir à toi pour arriver au succès par la suite. Alors, la force de la pensée, c'est puissant et ça attire les gens que tu as besoin pour réussir à le faire. T'as raison, j'avais jamais fait le lien entre les deux. D'ailleurs, il y a aussi des gens qui partent. Oui. J'ai remarqué ça. Oui, quand c'est des gens toxiques pour toi ou qui n'ont plus besoin de t'emmener plus loin quand son travail est terminé, mais ces gens-là vont, il y a un filtre qui va se faire automatiquement, il y a un tri qui va se faire automatiquement et les personnes que tu pensais essentielles à toi pour ton avancement, par exemple, au final, mais le boulot qu'ils ont fait t'ont emmené plus loin, mais ils vont partir. Puis là, c'est d'autres personnes qui vont se greffer à toi pour t'aider à avancer encore une fois de plus. On en parle, on a fait des livres là-dessus avec le livre comme Le Secret et tout ça, mais l'être humain est fait comme ça depuis des millénaires. On a cette capacité mentale de se visualiser, de se projeter, de travailler sur nous, d'évoluer. Et souvent, on se laisse guider par les autres, mais on se laisse porter. Souvent, bon, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Faut pas que tu sortes du cadre. Hein. Et si tu sors du cadre, non, on te rappelle que non, on reste dans le cadre, toi. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Mais pourquoi tu t'en vas, toi? Et là, quand tu t'en vas, que t'es rendu vraiment, que tu fonces, il y a plein de gens qui essaient de te retenir. Mais il faut que tu saches t'écouter, il faut que tu saches avancer, il faut que tu saches te projeter. Et tout ça, ça part des tripes. Il y a des trucs qu'on sait, qu'on ressent profondément sans pouvoir l'expliquer, c'est juste là. Oui, c'est là. Il faut savoir s'écouter la voix intérieure. Et dans tous les domaines, d'ailleurs. Oui, absolument. L'amour, l'amitié, ça marche pour tout. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour ceux qui viennent de vivre un échec professionnel, personnel, qui sont un peu dans cette situation entre tes deux spectacles, tu vois? Écoute, je pense qu'il faut se remotiver, visualiser que, ça c'est un échec. Et surtout apprendre de l'échec, hein, parce que c'est pas parce que tu as un échec que c'est négatif. Moi, je dis que le négatif n'existe pas dans la vie, à ce niveau-là, du moins. C'est que si tu as eu un échec et que tu apprends de tes erreurs, c'est positif. Alors, le négatif se transforme en positif. Et quand c'est arrivé, ce premier show, j'ai dit, OK, il y a un truc qui s'est passé, j'ai seulement un réceptif, qu'est-ce que je peux faire pour arriver à améliorer le truc? Et finalement, j'ai trouvé des techniques, une accroche différente, une façon de parler de façon différente, la musique qui arrive au bon moment pour réussir à capter l'attention. Alors, j'ai tout remodelé le show et ça a fonctionné le deuxième show. Alors, le côté négatif du premier m'a aidé à m'améliorer. Il faut pas s'asseoir, il faut réussir à continuer. Alors, tu vois, qu'est-ce qui a pas marché? OK. On étudie, on recule, on fait, OK, ça. Ah oui, OK. Ah ben oui, je vois, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'est dans tous les domaines. Alors, il faut passer à l'action aussi. Passer à l'action pour avoir une réaction, ça, c'est officiel. Si vous restez chez vous, à rien faire, c'est sûr qu'il n'y aura pas de réaction. Alors, il faut passer, il faut continuer. Il faut se lever puis y aller, je pense. Il faut pleurer un jour et après peut-être plusieurs même aussi. Hein. Ça peut être plusieurs jours, mais éventuellement... Mon truc, c'est tu pleures un jour et tu chouines et tu te plains. Et après, hop. Il faut pas rester accroché là-dessus, justement. Il faut faire, OK, c'est bon, j'ai vécu mon émotion et on continue. Ouais, ça, c'est important aussi. C'est ça. Merci beaucoup. Je te libère parce que toi, tu continues ta tournée. Oui, on a un train à prendre. Oui. Nous sommes actuellement à l'hôtel des Grands Voyageurs, juste à côté de la gare Montparnasse. C'est l'un de mes hôtels coup de cœur à Paris qui a la gentillesse de nous recevoir aujourd'hui. Les Grands Voyageurs, le nom me parle, ça, parce que moi, je voyage beaucoup. Absolument. Et je vais visiter l'hôtel avant de partir parce qu'il me semble très bien aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Mais je vais te montrer en bas la partie cocktail. Ah, parfait. Merci, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.